Bonjour à tous déjà. Présent parmi nous ce matin pour la 5e rencontre thématique de Réseau Alpha. Donc, pour rappel rapidement, Réseau Alpha, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 2006 et qui a pour objectif de référencer les offres linguistiques de proximité en Île-de-France pour faciliter l'orientation des publics sur des formations adaptées. On a mis en place les rencontres thématiques à Réseau Alpha depuis l'année dernière parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une demande des membres du réseau de pouvoir échanger des pratiques, des outils, des conseils sur l'apprentissage linguistique. Donc, on a pu mettre en place 4 rencontres thématiques l'année dernière et c'est la première de l'année 2021. Et aujourd'hui, on aborde la question de quel accompagnement linguistique des publics en alphabétisation. Ça sera Sandra Gidon, la directrice de l'association d'Adage, qui va commencer la rencontre et nous présenter les fiches pédagogiques alphabétisation vers l'emploi. Ensuite, ce sera au tour de Marie Laparade du Radia, qui est conseillère technique et pédagogique et responsable du site asl.fr au sein du Radia, qui va nous présenter les fiches pédagogiques focales. Voilà, on vous remercie encore de votre présence et puis du coup, je vais laisser la parole à Sandra Gidon. Voilà. Merci beaucoup, Charline. Bonjour à toutes et à tous. Ça va? J'ai bien remis mon micro, oui, tout marche. D'abord, un grand merci à Réseau Alpha de m'avoir invité, de pouvoir être parmi vous ce matin. Peut-être 2 mots de notre structure. Adage est une association qui a pour objet l'accompagnement vers l'insertion sociale et professionnelle des femmes. Et donc, en fait, notre cœur de métier, c'est l'insertion professionnelle. Donc, le linguistique n'est pas notre seule activité, c'est vraiment un des outils au cœur de notre démarche vers l'insertion sociale et professionnelle. Je pense que c'est important de le redire parce que nous ne sommes pas un organisme uniquement linguistique, nous sommes vraiment un organisme qui fait de l'insertion sociale et professionnelle et qui, dans ce cadre, a utilisé l'outil linguistique comme pas vers l'insertion professionnelle. En fait, nous sommes situés dans le 18e arrondissement, au nord de Paris, et c'est vrai qu'au départ, on a à peu près 5 groupes linguistiques à visée professionnelle par an. Et au départ, on faisait beaucoup de FLE, et puis on a vu beaucoup de femmes qui venaient, qui avaient déjà beaucoup travaillé et qui ne trouvaient plus de travail. En fait, ça, c'était il y a une dizaine d'années. Et elles avaient des compétences, elles avaient été lingères, elles avaient été cuisinières, elles avaient été aides à domicile. Et puis, tout d'un coup, on leur disait, vous ne savez pas lire et écrire, c'est fini. Elles étaient cuisinières, enfin bref. Et c'est dans ce sens, c'est dans ce cadre-là que nous avons monté nos premières actions d'alphabétisation. Et après, on a décidé avec l'équipe pédagogique, alors Marianne Bousquet et Laure Delorière sont parties, une en province et une au Mexique d'abord et puis en Espagne maintenant. C'est donc 2 formatrices d'Adage qui ont créé ces fiches pédagogiques, sachant que Adage est une petite structure, en tout cas veut rester une petite structure, et que notre idée, c'est pas de développer trop d'actions, mais d'essaimer des outils, et donc d'être plutôt dans le partage d'outils plutôt que dans le développement d'actions qu'on voudrait faire. Donc ça fait partie de nos statuts et de notre projet d'association que de partager et s'aimer des outils. L'idée de alphabétisation vers l'emploi, c'était de proposer sur des thèmes qui nous paraissaient assez primordiaux, de proposer des fiches pédagogiques qui pouvaient être utilisables tout de suite. Alors, Charline va bientôt vous montrer, mais en fait, donc alphabétisation vers l'emploi, c'est vraiment un document qui regroupe 11 fiches pédagogiques, dont 7, on va le voir, sur des thèmes très pratico-pratiques et très concrets, et puis il y en a 4 sur le projet professionnel et l'insertion professionnelle. L'idée, c'était d'avoir un document qui s'imprimait facilement, qui se lisait facilement et qui était vraiment un outil qu'on peut utiliser comme on veut. Alors, à part peut-être la première séquence qui est se présenter, mais il n'y a absolument pas l'idée. Est-ce que Charline, vous voulez bien aller sur la page celle encore d'après, celle qui présente le sommaire en fait.
Donc, on voit qu'en fait, il y a pour chaque thème, se présenter, les démarches administratives, le courrier, les rendez-vous. Je crois qu'après, si vous voulez bien, Saline, on continue, ça va être Mon là. vision, en fait, j'ai coupé mon micro. Voilà, la banque, le Ouais. téléphone, la mobilité, tous ces 7 thèmes-là qui sont vraiment sur des documents très concrets, on travaille beaucoup avec des documents authentiques, sont à intégrer dans une progression pédagogique. On ne fait pas d'abord la banque, après le téléphone, après la mobilité, hein. L'idée, c'est vraiment de travailler avec ce document au fur et à mesure et de votre progression à vous, évidemment. Et puis, quelquefois, je ne sais pas, une femme arrive et dit je ne peux pas payer ma note d'électricité, on ne peut pas répondre tout de suite, on ne peut pas la prendre en entretien, mais peut-être on peut travailler sur déjà comprendre la facture d'électricité, enfin des choses comme ça. Donc il y a ces 7 thèmes qui ont beaucoup, enfin, qui présentent à chaque fois des documents authentiques, qui présentent à chaque fois, on peut imprimer. Il y a une version qui est imprimable, elle est faite vraiment pour que si vous voulez imprimer le document à remplir, vous pouvez l'utiliser directement avec vos stagiaires ou élèves, selon comment vous les appelez. Et puis, après, il y en a 4 sur le projet professionnel qui sont des mises en situation qui sont tirées d'une méthode avec laquelle on travaille, qui s'appelle la méthode ADVP, et qu'on peut utiliser avec des personnes qui ont été peu ou pas scolarisées. La question du projet professionnel est toujours compliquée avec les personnes qui n'ont pas eu la chance et le privilège d'aller à l'école, mais on peut quand même au moins travailler sur une exploration avec ces 4 documents-là. Pour chaque outil, il y a, Charline, je vais vous embêter. En fait, je peux pas me servir de mes mains. C'est pour ça que c'est Charline qui a la gentillesse de m'aider. Donc, il y a 5 pictogrammes qui indiquent à droite de chaque consigne la production. Si c'est de la production orale, c'est donc ces 2 petites bulles. Si c'est de la compréhension orale, si c'est de la lecture ou du repérage, de la production écrite ou de la manipulation. Et puis, pour chaque thème, vous l'avez vu peut-être quand on ouvre le sommaire, il y a une couleur. Donc, l'idée, c'était de faire un outil simple qui peut aussi servir quand on est en urgence, je sais pas, on a fini un cours plus tôt, on peut aller chercher des fiches, etc. Je voulais vous proposer de vous présenter très rapidement le premier thème qui est se présenter parce qu'il montre bien notre démarche. En fait, à Adage, comme nous travaillons sur l'insertion sociale et professionnelle, tout ce que nous faisons est lié au contexte professionnel. Et c'est ce qui mène le cadre. D'ailleurs, on a mis à la fin de cet ouvrage notre règlement intérieur, c'est-à-dire qu'on fait, nous, toujours référence à mais quand vous aurez un emploi ou si vous passez un entretien d'embauche. Donc, on a cette référence au contexte professionnel, mais qui en fait s'applique aussi au social, c'est-à-dire que quand vous allez à la sécurité sociale, c'est pareil, si vous ne connaissez pas les formules de politesse et le vouvoiement, ça va mal se passer. Donc, on le contextualise toujours par rapport à l'emploi et à l'intégration sociale. Donc, pour chaque thème, vous avez toujours les prérequis, les objectifs, donc là, savoir-faire, savoir linguistique et savoir socioculturel, puisque pour nous, ça fait vraiment partie de l'apprentissage, en fait. Et puis ensuite, si on descend, on va voir qu'on a on a ce qu'on appelle la mise en route. Et pour chaque thème qu'on vous présente, on propose, et évidemment, vous faites celle que vous voulez, mais en tout cas, nous, on propose une mise en route. Alors là, par exemple, on propose la présentation croisée, que vous connaissez sûrement, où chaque stagiaire ou personne du groupe se présente à quelqu'un qu'il ne connaît pas, qui lui-même se présente à cette personne, et c'est une autre personne qui le présente. Et après, on fait des débats sur, par exemple, là, est-ce qu'il y a d'autres façons de se présenter, dans quelle situation on se présente, comment on le fait, pourquoi faut-il se présenter d'une manière adaptée au monde du travail, et que faut-il dire ou pas dire en milieu professionnel. Ça permet déjà, dans cette mise en route, de travailler avec une pédagogie active où on part des connaissances et du savoir, bien sûr, des apprenants, en fait. L'idée, elle est toujours quand même d'ouvrir un débat qui permet aussi aux personnes et d'être dans cette démarche valorisante où on sait que les personnes
ne savent peut-être pas lire et écrire, mais savent plein de choses et on s'aperçoit, en particulier dans le public, je trouve, en alphabétisation, qu'elles ont mis tellement de stratégies en place. On le voit quand on est dans des pays où on est analphabète. Moi, je sais qu'en Asie ou dans des pays arabes où je ne maîtrise absolument pas rien de l'écriture ou de la lecture, je n'ai pas les stratégies. Et là, à chaque fois, la mise en route permet aussi de permettre de valoriser les personnes et qu'elles se rendent compte qu'elles savent vraiment plein de choses en fait. Et elles ont souvent des échanges entre elles. Je trouve que dans ces mises en route, on peut aussi se saisir de l'échange du groupe. Il y a beaucoup de sujets, je pense à comment on se présente, comment on s'habille pour aller à un entretien, comment machin, qui permettent aussi je pense que ce qui est dit par les autres et par leur expérience est souvent plus important que ce qui est dit par nous. Donc, vous l'avez vu, à droite, il y avait un petit pictogramme qui disait bien qu'on parlait de production orale. Voilà pour cette présentation croisée. Et puis ensuite, si on continue, à chaque fois, on a donc, bon là, le nom et le prénom. Donc, on va distribuer des feuilles avec des lettres d'alphabet. Donc, il va y avoir quelque chose autour de la lecture. Après, on va retourner à l'écriture. Ces fiches pédagogiques, on peut les utiliser soit en complet, et en général, nous, nos séances ADAGE, on a des séances qui durent 3h30, de 9h à 12h30 ou 13h30 à 17h. Soit on peut en utiliser que des bouts. Enfin, l'idée, c'était vraiment de donner des outils pratiques, en fait. Donc là, par exemple, il y a l'histoire du nom et des prénoms. Et on fait des propositions qui sont toujours voilà, comme vous le voulez, c'est-à-dire quand on dit lors des séances suivantes, il peut être intéressant de demander à une personne du groupe de distribuer les chevalets. Et ça dépend évidemment de chaque groupe. Nous, on a des groupes où on fait ça quand les personnes déjà connaissent un peu l'alphabet, mais on a un groupe qui est très, très, très débutant, où on ne pourrait pas faire ça la deuxième fois, par exemple. Ce n'est pas possible, puisqu'elles n'ont jamais été en formation, n'ont jamais été scolarisées du tout. Donc, évidemment, c'est adapté au niveau de vos groupes. Et puis, si on continue, ben, on aura d'autres propositions pour la suite. Donc, avec beaucoup. L'idée pour nous de la première fois où on voit les personnes, c'est vraiment de travailler beaucoup sur se connaître, mais aussi avec des sujets. Et le tu et le vous, c'est mon grand dada. Pour les gens qui m'ont déjà entendu, le vouvoiement, l'enseignement du vouvoiement est un de mes grands dadas, parce que je pense que c'est comme si au Japon, on arrive en serrant la main à quelqu'un. Il y a des choses, si on ne sait pas les faire dans la vie, on est foutu. En tout cas, il y a certains codes sociaux qui sont. Voilà. Donc, nous, on travaille toujours avec les histoires de codes sociaux. Quand on fera, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une mise en situation qui s'appelle le téléphone. Notre mise en route, elle est sur quand est-ce qu'il est pertinent de répondre ou pas à son téléphone. Est-ce que c'est pertinent de répondre tout le temps? Est-ce qu'il ne faut pas faire attention à où on est? Quand est-ce qu'il ne faut pas mieux attendre? Enfin, voilà. Donc, on fait beaucoup, beaucoup de débats autour des codes sociaux et on travaille aussi d'ailleurs sur l'actualité pour comment on en parle en entreprise. Voilà, donc après, avec des mises en situation, vous allez chez le médecin, comment vous adressez à lui, qu'est-ce que pour un collègue de travail, on dit pour vous, qu'est-ce qu'on fait en entretien d'embauche, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, etc. Voilà, c'était juste une sorte de mise en bouche, en fait, pour vous raconter un petit peu comment sont les mises en situation. Là, il n'y a pas de document authentique. Peut-être qu'on va, je me disais, Charlie, si ça ne vous embête pas, si on va dans une autre mise en situation, on verra qu'il y a des documents authentiques qu'on peut imprimer. Par exemple, les démarches administratives. Alors, dans la version imprimée, les documents que vous pouvez utiliser. Vous voulez que je mette la version imprimée? Non, c'est pas grave. Si je le dis, je pense que Moi, je vais. C'était juste pour montrer que. Tu m'entends pas très bien, Anna? Ah, alors, est-ce qu'il faut que je parle plus fort? Là, on vous entend mieux, oui. On m'entend mieux? Oh, je suis désolée. J'aurais dû me rapprocher plus de mon micro. Donc, pour les démarches administratives, merci Anna. Non, je suis désolée. Non, ça allait, vous inquiétez pas. Par exemple, pour les démarches administratives, si vous voulez bien un tout petit peu descendre, Charline, on voit qu'on peut imprimer normalement. Il y a un Encore plus bas? Voilà, on peut imprimer les documents sur une page entière. Alors,
Je ne sais pas si la demande de RSA, le CERFA est toujours le même, mais je le pense. Je crois que pour le RSA, ça marche encore. Mais en tout cas, il y a énormément de documents à imprimer, que ce soit pour une librairie, une demande de RSA, une facture d'électricité. On a mis énormément de documents authentiques. Évidemment, les outils vieillissent, donc peut-être qu'il y en a qui sont moins… Bonjour. 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 Il y en a qui sont peut-être moins d'actualité, donc ça, c'est à vous de le vérifier. Mais on travaille beaucoup avec les documents authentiques. Vous voulez que j'en présente un autre ou Bon, je ne sais pas, je crois que ça va. Il y a, comme je vous disais, il y a la librairie, il y a l'achat du téléphone, il y a, enfin, on a mis sur toutes les autorisations parentales pour la bibliothèque. Oui, c'était lui. Voilà. Ok. L'idée, c'était vraiment de donner en fait le plus d'outils pratico-pratiques. Voilà, en gros, notre façon de travailler. Alors, je sais qu'il y a eu beaucoup de questions sur l'insertion professionnelle, en tout cas dans les questions que vous m'aviez envoyées, Charline, hein, dans la préparation des questions. L'insertion professionnelle des publics est de toute façon plus difficile. On peut peut-être arrêter avec le document, ou alors peut-être on fait déjà des questions sur le document et après on passe à d'autres questions. C'est comme vous, oui, s'il y a des questions sur l'utilisation des fiches pédagogiques, vous pouvez les poser via le chat et Voilà. Sandra essaiera d'y répondre. En tout cas, sur le projet professionnel, ce que je disais par rapport au public en alphabétisation, il est clair que la dégradation et du nombre d'offres, et alors j'imagine bien que le contexte Covid n'a fait que ça, mais aussi des conditions d'emploi, c'est-à-dire qu'on demande toujours des personnes plus diplômées et on est de plus en plus, enfin, on est le pays du diplôme hein, quand même, a grandement entravé l'insertion professionnelle des publics en alphabétisation. Nous, on a ouvert Adage en 2008. Et à l'époque, on accompagnait encore des femmes qui disaient de toute façon, je n'ai pas le temps d'apprendre à lire et à écrire. Ce que je peux, c'est travailler parce que j'ai des charges familiales, parce que je dois payer mon loyer, enfin qu'importe. Et je pense que jusqu'en 2010-2011, vraiment, ça marchait encore et sur des postes diversifiés. C'est vrai qu'il y a eu une accélération de la demande de diplôme qui fait que c'est de plus en plus difficile d'avoir et des postes pérennes et des publics. C'est de plus en plus difficile l'insertion des publics en alphabétisation. Après, moi, c'est un des publics qui m'a toujours le plus émerveillée pour la capacité qu'elles ont. Alors, nous, on travaille avec un public francophone, ou presque, et la capacité qu'elles ont eue ou qu'elles ont de trouver du travail par réseau. Très souvent, quand on demande à des femmes en situation d'alphabétisation comment elles ont trouvé du travail, c'est une amie, c'est quelqu'un de leur voisinage. Et on parle beaucoup des réseaux pour les cadres, hein, pour les cadres aussi. Mais ces femmes ont vraiment des réseaux et je pense qu'il est vraiment important, je pense que c'est important de toujours s'appuyer sur leurs ressources à elles et sur les réseaux, elles sont excellentes. Alors, nos fiches pédagogiques, moi je suis pour le public FLEUS sans problème, je le sais. Pour les personnes, moi je n'ai jamais travaillé, pour être honnête, avec un public en alphabétisation ne parlant pas français. Je pense qu'à un moment donné, les fiches peuvent être utiles. C'est-à-dire que j'imagine qu'à un moment donné, de toute façon, on travaille avec la démarche d'être sur des fiches pédagogiques, enfin sur des outils authentiques, d'être dans une démarche, etc. Après, je ne sais pas à quel moment vous pouvez les utiliser. Hein, c'était une question qui est parue dans le chat. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions Alors, dans le chat? Jean-Jacques a demandé si on pouvait adapter les séances, notamment, alors attendez, les formulaires notamment, pour les adapter à des démarches en ligne, sur ordinateur ou sur smartphone. Complètement. Oui, tout à fait. Je pense que c'est une question intéressante. En plus, Anna, j'aimerais bien un jour débattre avec toi sur la question du smartphone parce que on se retrouve maintenant avec des femmes qui ont amélioré, je trouve, leur capacité à utiliser leur smartphone. Mais pour les publics en alphabétisation, nous, on a encore des femmes qui ont des smartphones et qui ne savent même pas écouter leur message ou faire un message pour la messagerie. Enfin, je trouve que la question du téléphone,
Mais on peut tout à fait, évidemment, réadapter. Et ça serait peut-être même intéressant que quelqu'un crée des fiches pédagogiques, et ça existe peut-être déjà, sur les démarches en ligne. Je trouve que c'est un des outils qui manque. Après, la question aussi des outils en ligne, je trouve qu'elle pose la question de… C'est un peu comme avec les jeunes, d'ailleurs, beaucoup savent utiliser leur smartphone et peu savent les faire en ligne sur un ordinateur. Or, dans le contexte professionnel, il faut savoir aussi le faire sur un ordinateur. J'élargis la réponse, là, je ne suis pas du tout dans la question, mais je peux peut-être le voir, le chat. Alors, si là, il n'y a plus trop d'autres questions, dans les formulaires d'inscription, il y a des personnes qui vous ont demandé, notamment, comment favoriser l'insertion sociale et professionnelle de ces publics, ou encore comment favoriser la confiance en soi de ce public. Moi, ce qui me paraît vraiment important, et alors à ADAGE, ça veut dire Association d'accompagnement global contre l'exclusion, c'est cette fameuse histoire de codes sociaux et de confiance en soi. Elle passe pour moi par exemple, nous, on a un module qu'on met dans toutes nos formations qui s'appelle Connaissance de l'environnement social et professionnel, avec 2 axes. Le premier, c'est droits et devoirs. Et je vous avoue qu'avec la dégradation de l'accès aux droits depuis des années, on fait beaucoup plus de droits, on fait beaucoup l'accès aux droits. Et les devoirs, pour nous, c'est aussi le cadre. C'est-à-dire quand quelqu'un arrive en retard, nous, on se réfère à dire… je suis sûre que vous avez plein de bonnes raisons d'arriver en retard, mais si c'est pour l'emploi, ça va vous poser des problèmes. Mais donc, dans ce module connaissance de l'environnement social et professionnel, on a donc accès à droits et devoirs. Donc là, on travaille sur, je ne sais pas comment on fait, on vérifie avec les personnes si tous les droits sont verts, etc. Et sur la connaissance de l'environnement social et professionnel, on travaille… on a un module accès à la culture. Donc, par exemple, on espère à partir du 19 mai, on va au cinéma, on va boire dans les cafés et à des terrasses, en disant toujours, nous, on n'est pas un centre social, on est bien un organisme d'insertion. Vos prochains collègues, ils vont parler de cinéma. Vos prochains collègues, ils vont peut-être parler de musée. Vos prochains collègues, ils vous inviteront peut-être à boire un pot dans un café. Et si vous n'y êtes jamais allé, et quand on est pauvre, on ne va pas au cinéma et on ne va pas au café, ben, vous ne saurez même pas de quoi ils parlent. Nous, on n'a pas un seul groupe où il n'y ait pas au moins 1 ou 2 femmes qui ne soient jamais allées au cinéma. Et en plus, leurs enfants y vont. Moi, j'ai toujours eu, quand on a créé ADAGE, on a toujours eu cette idée de la parentalité. Moi, j'ai travaillé avec un public jeune pendant 20 ans, puis après on a fondé ADAGE. Et l'idée, c'est que ça donne aussi des clés pour la parentalité. Et puis, on va dans des grands jardins, on va au but de Chaumont, on va aux Tuileries. Et je pense que ça donne confiance en soi que d'être accueilli par une conférencière au Louvre, vous voyez, vous êtes quelqu'un d'important que d'aller visiter la mairie et d'être accueilli par un élu, de visiter l'Assemblée nationale. À la fois, ça ouvre un regard sur l'intégration, mais ça donne aussi confiance qu'on nous accueille, qu'on nous considère, qu'on nous vous voit, que je crois, moi, que ça fait partie intégrante. Et on va aussi au planning familial, on fait venir quelqu'un de la CPAM, on fait venir des gens du CRIP, le Centre régional de prévention du SIDA, parce que pour moi, l'insertion professionnelle, c'est global. Et d'ailleurs, c'est un peu comme une pelote de laine. Pour travailler, il faut être en bonne santé, il faut être sécurisé au niveau de la garde de ses enfants, qu'ils soient petits ou grands. Quand on sait que nos enfants ont 13 ans et qu'ils traînent en bas des immeubles, on est inquiet. Il faut avoir ses droits ouverts parce que les démarches, c'est super long et super chronophage. Et quand on travaille, on n'a plus le temps de les faire. Et du coup, l'insertion professionnelle, ça permet que les choses apparaissent sans qu'on ait besoin d'aller faire de l'inquisition. C'est-à-dire que les choses vont apparaître petit à petit. Et au moment où elles apparaîtront, on pourra réaccompagner les femmes vers les dispositifs de droit commun, etc. Je ne sais pas si ça répond. C'est très complet. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions que vous voudriez poser maintenant via le chat ou si vous voulez intervenir. Excusez-moi. Alors, Charline, moi j'ai reçu des messages personnellement. Une personne qui me demande si on peut imprimer les fiches pour les utiliser comme méthode d'apprentissage et qui ajoute ensuite qu'elle aimerait bien travailler avec ces fiches, qu'elle trouve qu'elles englobent bien le programme qu'on suit avec les apprenants. Et une autre personne demande comment réagir face à l'absentéisme. Pardon, et l'autre personne? Je vous ai coupé, excusez-moi. Demande comment réagir face à l'absentéisme. Oui, mais ça, c'est un sujet qu'on verra oui.
D'accord. plus tard. OK. Dans une autre, c'est ça? C'est Pour les Sivam qui abordera cette OK, thématique. super. Et ben, pour les fiches, effectivement, il y a une version imprimable et elles sont vraiment faites pour être utilisées. C'est notre, grand plaisir qu'elles puissent être utilisées, et vous pouvez les utiliser tous, vous pouvez les modifier, vous pouvez vraiment c'est un outil qui est fait pour être, utilisé, transformé, adapté, comme vous le souhaitez. Voilà. Et sur, Réseau Alpha, les 2 versions de ces fiches, sont en ligne. On vous les enverra aussi, donc c'est-à-dire la version imprimable et la version, support pour, vous qui fait moins de pages du coup et voilà, si vous il y a les 2 versions quoi, qui existent. Mmh, mmh, mmh. Alors vous aviez aussi une question, mince, sur, une personne qui vous demandait, que faire face aux problèmes psychologiques et la vulnérabilité de certains apprenants? Alors, je pense qu'il est vraiment important d'avoir des réseaux. On a la grande chance, alors pour ceux qui sont à Paris, malheureusement, je ne connais pas les réseaux en banlieue, heu d'avoir quand même des réseaux, de psy gratuits, d'espaces d'accueil, heu, et puis de réseaux d'assistants sociaux. Enfin bon, il y a des réseaux à Paris. Nous, à Adage, on a la chance d'avoir un partenariat. On avait eu un financement qui nous avait permis de travailler avec des psychologues qui sont spécialisés dans le stress post-traumatique. L'OMS recommande une méthode qui s'appelle, dans tous les cas de catastrophe, qu'elles soient de guerre ou de tsunami, recommande une méthode qui s'appelle l'EMDR, qui est une méthode qui traite vraiment les traumatismes. Et on a eu la chance de travailler avec des psychologues qui travaillent avec cette méthode. Et c'est effectivement très important parce que on sait que déjà la charge mentale nuit à l'apprentissage. Et quand on a des difficultés de précarité et qu'on ne sait pas très bien où on dort, où ce qu'on mange, ou si les enfants, enfin bref, l'apprentissage, on le sait tous, est entravé par les charges mentales que vivent les publics qu'on accueille. Donc, je pense que c'est vraiment important de créer des réseaux. Alors, à Paris, selon où on travaille, il y a les équipes de développement local, et en banlieue aussi, d'ailleurs, dans les quartiers politiques de la ville. Il y a aussi les centres d'action, enfin, les assistants sociaux sont toujours assez contents. Les centres sociaux peuvent aussi permettre des choses. Et puis, les lieux gratuits, ce serait intéressant peut-être de faire une matinée sur comment on fait les réseaux, en fait. Mmh. Je ne sais pas si ça répond, mais en tout cas, et puis on a souvent peur de parler de psy aux gens. Et moi, en fait, quand quelqu'un me confie quelque chose qui est vraiment terrible, et on a des femmes qui ont vécu des choses terribles dans les guerres, dans les chemins migratoires, etc. Souvent, je dis que je remercie beaucoup de la confiance qu'ils me font, mais qu'il y a des gens qui sont formés à écouter, en fait, et dont c'est le métier, et que ça serait peut-être encore mieux d'aller voir quelqu'un comme ça que moi, parce que moi, je peux les écouter, mais que là où je suis suis pas psy enfin, dans cet endroit-là, quoi. Et que par contre, je connais des gens qui ont l'air pas mal. Et quand les gens me demandent s'ils ont vu ils me disent oui, mais j'ai vu un psy, c'était affreux. Alors moi, j'ai une question qui va vous faire rire. Je fais, est-ce qu'il faisait Et la personne me dit oui. Je dis, bah, il y en a qui parlent et vous avez le droit de ne pas aimer ceux qui ne parlent pas. Moi non plus, j'aime pas les psys qui ne parlent pas. Voilà, je pense qu'on peut parler. C'est une question qui est abordable en tout cas, en fait. Et puis de dire aussi qu'il y a des psys qui peuvent aider pour les histoires avec les enfants, ça c'est très important aussi. Et qu'un enfant qui doit avoir un psy, c'est pas grave, parce que souvent c'est ça la notion qu'elles ont, qu'on va piquer leurs enfants, les placer, etc. Voilà. Bah, merci Sandra. Je ne sais pas s'il y a une dernière question peut-être, que vous voudriez lui poser? Moi, j'ai reçu un autre message d'une personne de l'association IFDEL qui nous raconte qu'à Mantes, nous avons mis en place un partenariat avec Cap Santé et une psychologue fait une permanence au sein du centre de formation les mardis après-midi pour recevoir les personnes qui ont des difficultés psychologiques qui freinent leurs apprentissages. Pardon. Ah, c'est génial, bravo. Il y avait une dernière question dans les formulaires d'inscription, mais qui est peut-être, longue à répondre parce que c'était comment, gérer l'absence de projet professionnel de certaines personnes en alphabétisation?
Je ne sais pas si c'est dans le cadre de projets professionnels ou si on parlait de projet, ne pas savoir ce qu'on veut faire. Ou Je si on... crois que c'était même le terme, pas avoir de projet cohérent. Mais bon. Je trouve que la cohérence d'un projet, alors évidemment, quand quelqu'un dit bonjour, je vais être soignante et qu'en fait, elle ne sait même pas lire et écrire, peut-être on peut lui dire qu'il va y avoir des étapes, mais peut-être on peut lui dire quand même d'aller rencontrer une aide-soignante, de savoir comment elle a fait pour faire ce métier. Et puis surtout, la méthode d'orientation qu'on utilise, c'est de qu'est-ce qu'on trouve dans ce métier, qu'est-ce qui nous intéressait en fait. Et peut-être qu'on va arriver à faire des étapes où ben, on sera quand même au domicile de personnes qui ont envie d'être aidées, enfin j'en sais rien, mais que dans ce qu'on mettait derrière le métier, c'est comme si, je sais pas, vous voulez être astronaute, Charline et Margot aussi. Je ne vais pas vous dire vous ne pouvez pas être astronaute, Margot, peut-être que c'est parce que vous aimez les fusées, les machines, etc. Et Charline, parce que vous aimez le ciel. Donc on voit bien que sous le même nom de métier, on met deux choses complètement opposées. Donc je pense que ce qui est important, c'est déjà de ne pas rembarrer les gens. On est rembarré partout en ce moment. Vous ne pouvez pas faire ça, vous n'avez pas droit à ça, vous n'êtes pas dans la bonne case. Donc juste déjà d'écouter les gens, ça leur fait du bien. Et après d'essayer de voir qu'est-ce qu'ils mettaient derrière et qu'est-ce qu'ils peuvent en faire de ça. Quelles étaient leurs valeurs en disant ça, quels étaient leurs centres d'intérêt, d'où ça vient. Est-ce que c'est juste parce qu'il y a une copine qui fait ça et qu'elle a l'air contente? Qu'est-ce qu'elles savent du métier? Vous voyez, de toujours donner la parole aux gens en fait. Comment travailler avec une personne en cours d'alphabétisation souhaitant faire une formation professionnelle par la suite? Et déjà, intégrer l'alphabétisation et les codes sociaux. Et puis, on sait que c'est très long d'apprendre à lire, à écrire, donc on ne peut que être honnête par rapport à ça, mais rappeler que le travail, c'est aussi les codes sociaux, c'est aussi, et puis redire peut-être la longueur du trajet. Mais il y a, enfin, après, de quel niveau parle-t-on, de quel trajet parle-t-on, on voit des femmes qui font des trajets quand même et qui après vont en formation professionnelle, mais il faut dire la vérité aux gens de ce qui se passe actuellement, de les anciennes passerelles linguistiques montent leur niveau, enfin, il faut raconter ce qui est la vérité, quoi. Tout en ne décourageant pas, c'est tout le problème de l'équilibre. Merci Je beaucoup. viens de recevoir Ah. un dernier message d'une personne qui, désolée, qui me demande comment booster et motiver les apprenantes pour mieux avancer ensemble. Moi, je crois qu'il faut il faut être clair, en tout cas sur la végétation, qu'il faut faire des séances dynamiques où on change de support régulièrement. Il faut proposer aussi des choses qui, je ne sais pas, des fois on change de place, des fois on fait des demi-groupes, des fois. Et puis aussi, des fois, leur demander ce qu'elle préfère. Est-ce que pas, il fait beau aujourd'hui, on a été confinés pendant je ne sais pas combien de mois, et si on allait visiter Montmartre ou je ne sais pas quoi. Il ne faut pas hésiter aussi à se donner un peu de liberté parce que ça nous booste nous-mêmes en fait. Mais que tout est apprentissage, quoi. Et qu'à un moment donné, si on sent un groupe qui est. Les gens là, c'est le ramadan par exemple, en ce moment, nous en tout cas, on a beaucoup de groupes où les gens sont très fatigués, donc on essaye de varier beaucoup les supports, voilà, et effectivement aussi, je ne sais pas, parler de. Et puis leur demander qu'est-ce qui vous boosterait, je trouve que les apprenants ont souvent les réponses en fait. Merci beaucoup de m'avoir invitée et de m'avoir permis de participer. Et voilà, et je vous souhaite une très belle matinée. Merci à vous, Sandra, d'avoir partagé avec nous vos ressources et vos conseils. Merci beaucoup. Belle journée. Merci. Du coup, on va laisser la parole à Marie Laparade. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je reconnais quelques visages. Bonjour Elisabeth. Donc moi je travaille au Radia. Donc le Radia est un organisme de formation qui professionnalise les formateurs bénévoles ou salariés qui mettent en œuvre des ateliers sociolinguistiques. Donc pour résumer, les ateliers sociolinguistiques mettent en œuvre une démarche pédagogique actionnelle, c'est-à-dire qu'on apprend le français
pour agir. Et pour ce faire, on s'appuie sur les besoins au quotidien des participants à ces ateliers, en se posant la question, dans un contexte public, enfin en dehors de leur sphère privée, qu'est-ce que ces personnes ont besoin de faire comme démarche, quel rôle d'acteur social en fait ils visent, et on va proposer donc un apprentissage qui va s'appuyer sur leurs besoins. Et ça recoupe en fait ce que vient de dire Sandra, c'est-à-dire qu'on va travailler non seulement sur l'apprentissage de la langue, mais également de la connaissance des espaces sociaux, c'est-à-dire que voilà, je suis parent d'élèves, j'ai besoin de comprendre la scolarité de mon enfant, donc je vais avoir besoin de savoir comment fonctionne l'école, et ensuite je vais avoir besoin d'être outillée pour pouvoir échanger avec les professeurs, pour pouvoir lire les documents authentiques, et on va bien évidemment également travailler sur tout ce qui va être tout ce qui va relever des codes sociaux, de la mobilité. Donc je dirais que c'est un petit peu l'équivalent de ce que vient de dire Sandra, mais là nous n'avons pas une visée professionnelle, nous avons vraiment une visée sociale. Et, donc, voilà, nous partons des besoins des personnes pour leur faire gagner en fait en autonomie. Alors, je vais partager, donc là, je vais vous présenter les fiches pédagogiques que nous avons fait dans le cadre d'un projet Erasmus+, sur 3 ans. Alors, je vais partager mon écran. Donc, français opérationnel et contextualisé pour adultes en apprentissage de la lecture-écriture. Donc, en fait, il s'agit d'un projet européen sur 3 ans, réunissant donc France Éducation Internationale, l'ancien CIEP, opérateur du ministère de l'Éducation nationale, le RADIA pour la France, donc ces 2 organismes pour la France, le CLAE pour le Luxembourg et Proforal pour la Belgique. L'objectif du projet est d'apporter des outils aux formateurs pour l'apprentissage de publics peu ou pas scolarisés. Alors attention, donc là, nous nous adressons à des personnes qui ont un niveau à l'oral au moins A1 en compréhension. Tout à l'heure, la question a été posée à Sandra. Nous considérons que, évidemment, quand on a affaire à un public qui n'a pas été scolarisé et qui ne parle pas le français, la priorité, c'est d'abord de travailler l'oral, parce que l'écrit ne peut pas prendre de sens si la compréhension orale n'est pas présente. Alors, les outils que nous avons faits se déclinent de la façon suivante. Il y a d'abord eu un état des lieux de la recherche et des ressources existantes en matière d'alphabétisation, puis la création de 20 fiches pédagogiques conçues par le RADIA, puis transposées dans le contexte luxembourgeois et belge. À ces 2 premières étapes s'ajoute donc une troisième qui est des modules, 3 modules de formation à distance qui sont actuellement en phase de test. Donc, ce sont des modules que les formateurs peuvent suivre en indépendant, en autonomie, et chaque module représente à peu près 3 heures de formation. Donc, il y a un premier module qui est didactiser des supports authentiques, le deuxième, développer la compréhension écrite, et le troisième, développer l'expression écrite. Et enfin, il y a une 4e étape qui est en train d'être réalisée, qui sera une publication de recommandations. Alors, notre parti pris pédagogique pour la réalisation de ces fiches focales tient en fait en 5 points. D'abord, répondre aux besoins des apprenants, qui est en fait la base de la méthodologie des ateliers sociolinguistiques et qui garantit l'implication des apprenants dans leur apprentissage.
plus on va s'intéresser à ce dont ils ont besoin et plus, bien évidemment, ils vont adhérer à l'apprentissage qu'on va leur proposer. Pour ce faire, puisque là, on est dans la question de l'écrit, ça va être d'utiliser des documents écrits complexes du quotidien. Parce que de toute façon, les apprenants y sont confrontés. Et c'est un petit peu ce que montrait tout à l'heure Sandra en proposant donc de travailler sur des documents dont les personnes avaient besoin dans le contexte professionnel. Et bien là, c'est exactement la même chose, mais simplement dans un contexte, je dirais, plus large par rapport aux différentes fonctions sociales que l'on vise. Donc, de plus, le fait de proposer des documents authentiques que les personnes vont avoir, ça va en fait leur permettre de progresser indépendamment du temps de formation, puisque de toute façon, ils vont retrouver ces documents dans leur quotidien et donc vont pouvoir les utiliser et donc réemployer des compétences travaillées dans l'atelier. Ensuite, troisième point, ça va être de développer les compétences cognitives parce que avant de lire, en fait, nous qui sommes des lecteurs experts, nous actionnons des compétences qui nous font repérer immédiatement les éléments importants d'un document. Qui a écrit à qui, pourquoi faire, et qui nous amènent à repérer les informations saillantes importantes. On ne lit jamais tout, sauf si on commence à prendre un livre ou si on lit un article. Mais sinon, si vous avez un document authentique sous les yeux, vous savez le balayer, vous savez y repérer les informations essentielles et donc vous allez savoir quoi faire immédiatement de ce document. Mais ces compétences ne sont pas du tout innées. Ce sont des compétences qui sont travaillées dans le cadre scolaire. On manipule des documents, on repère des informations et ces compétences, elles ont vraiment, il est absolument impératif qu'elles soient développées pour accéder en fait au sens du document qui est la première étape de lecture. Mais ça, en fait, nous, en tant que lecteurs experts, nous n'y prêtons plus attention parce que c'est quelque chose que l'on sait faire, que l'on a développé et donc en une fraction de seconde, quand on est face à un document, on sait exactement qu'est-ce que c'est, pourquoi on l'a reçu, qu'est-ce qu'on doit en faire, qu'est-ce qu'on attend de nous suite à ce document. Et donc, voilà, nous pensons qu'une des première chose à faire, c'est d'entrer en fait dans l'écrit par le sens et pas par le code, parce que le code est abstrait et prend énormément de temps pour être intégré, parce que le code ne fait pas sens. Je veux dire, on a des lettres, quand on les épelle, c'est B, C, puis tout d'un coup, quand elles sont mises en syllabes, ça devient ba, bi, où se trouve le B qu'on a appris quand on épelle des lettres. On n'y est plus et on voit très bien que c'est un obstacle, que c'est quelque chose qui est très compliqué et très chronophage pour nos publics. Alors, je dis nos publics parce que j'ai oublié de le préciser, mais au Radia, nous sommes tous, tous les formateurs, enfin tous les conseillers techniques et pédagogiques, nous sommes tous également formateurs avec des publics. Et par exemple, moi, je travaille à Aubervilliers avec des publics migrants, enfin les mêmes publics que ceux que vous avez. Donc, si vous voulez, on a toujours, nous, un pied dans la réalité. Je veux dire, les formations que nous proposons ne sont pas déconnectées de la réalité. Hein. Nous y sommes confrontés. Donc, voilà, donc comme ce code est abstrait et qu'en plus, on s'adresse à des personnes qui parfois n'entendent pas les sons. Je veux dire, pour un arabophone, le « et », c'est très compliqué. Donc, enfin, ça va être très compliqué pour lui pour transcrire ce qu'il n'entend pas. Donc, en fait, on va
plutôt privilégier une entrée par le sens, c'est-à-dire faire repérer dans un document les informations importantes, ce que nous faisons en fait en très peu de temps. Et en fait, le code ne va être abordé qu'une fois que le document est compris, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a fait sens, une fois que les personnes ont repéré quel type d'informations il pouvait y avoir, quel type de mots, à partir de ce moment-là, on va effectivement commencer à rentrer dans le code parce que là, le code va correspondre à quelque chose que les personnes auront déjà compris. Voilà. Et bien évidemment, donc, on va viser l'usage de ce qui est appris dans sa vie quotidienne, hein. Donc, on en revient au point 1, c'est-à-dire que l'objectif est que le participant puisse réutiliser ce qu'il a appris. Alors donc pour ce faire, nous avons utilisé 20 documents authentiques qui nous semblaient les plus courants dans le quotidien des apprenants. Donc vous voyez, formulaire, bien évidemment, mes feuilles de route, plan de ville, signalétique. Et nous avons aussi utilisé des supports qui ne sont pas des supports papier, mais le SMS, la borne de transport urbain pour acheter son ticket et le rendez-vous en ligne à la préfecture parce que ben, voilà, de plus en plus de démarches sont dématérialisées et nécessitent en fait de maîtriser ou en tout cas de comprendre la logique en œuvre sur ces supports avec la navigation. Alors, bien évidemment, quand on parle de plan de ville, de quittance, l'idée, c'est après que les participants puissent utiliser des documents qu'ils vont, eux, utiliser. C'est-à-dire qu'on peut commencer à travailler, par exemple, sur une quittance de loyer un peu anonyme, mais après, d'amener les personnes à retrouver ces informations sur leur propre quittance et ou bien de travailler sur le plan de la ville où elles habitent, hein, bien évidemment. Alors, pour permettre aux apprenants de rentrer dans l'écrit, on va mettre en place en fait une progression très claire et très systématisée pour qu'en fait ils puissent suivre un chemin bien balisé. Donc d'abord, vous voyez, un document, on peut le travailler sur 4, 5 séances en respectant en fait une progression très rigoureuse. Donc d'abord, on apprend aux participants à explorer globalement un document, à identifier sa provenance, son titre, les zones de texte, les informations saillantes. Et de là, en fait, on va arriver sur la segmentation, donc l'identification des mots, puis la segmentation des syllabes. Donc, de sorte que l'apprenant, en fait, se constitue un stock de mots et commence à repérer à travers ce stock de mots qui a du sens pour lui, qu'il est en capacité de lire au départ d'une façon globale, qu'il commence en fait à comprendre la façon dont ces mots sont segmentés. Parce qu'on sait en plus qu'en français, la segmentation est très compliquée. On peut avoir des mots d'une lettre, si je dis A, c'est un mot et c'est une lettre, et on peut avoir des mots de 5, 6 lettres, des syllabes très longues, auquel va venir, comment dire? Sur lequel on va en plus trouver des lettres muettes, des lettres morphologiques, le S du pluriel, et cetera. Donc, il faut en fait
cette progression a pour, comment dire, pour objet de permettre en fait aux personnes de commencer à développer eux-mêmes, vous voyez, les accompagner, qu'ils se posent la question, qu'ils commencent à repérer comment ça se segmente, de donner finalement du sens au code, de le sortir un peu de cette abstraction qui est au début vraiment un handicap. Enfin, on sait très bien que, par exemple, tout à l'heure, Sandra disait que l'apprentissage de la lecture était très long. Et effectivement, pour apprendre à lire avec une méthode traditionnelle, avec une entrée syllabique, c'est à peu près 1500 heures. Donc vous voyez, on est loin d'avoir ce temps d'apprentissage. Donc le fait d'entrer, donc le fait d'entrer par du sens, ça permet déjà aux personnes d'avoir des résultats sur lesquels, voilà, de pouvoir déjà comprendre des choses et donc c'est quelque chose d'encourageant. Voilà, et même si dans un premier temps, on n'arrive pas, on n'a pas le temps matériel d'amener les personnes à devenir des lecteurs experts, à maîtriser en fait la lecture linéaire, heu ils se rendent compte par cette entrée qu'ils sont capables de faire des choses. Alors, par exemple, moi, l'année dernière, j'ai travaillé avec une dame dans l'emploi, ne sachant pas lire et écrire et qui avait à l'époque 55 ans, quelque chose comme ça. Et, et en fait, au bout de 60 heures, bon, elle avait acquis, elle avait développé des tas de compétences et notamment au niveau de l'autonomie, elle a été capable, parce qu'elle l'a fait, sans moi, d'aller acheter son ticket de RER, je parle de RER, hein, donc pour aller en banlieue, seule à la machine. Elle a été capable de, remplir sa demande de poser ses vacances et donc de remplir le formulaire toute seule. Elle a été capable de lire son relevé de compte. Donc vous voyez, je n'avais pas réussi en 60 heures, bien évidemment, à l'amener à une lecture, linéaire, à devenir vraiment une lectrice, voilà, étant en capacité de tout lire, mais elle avait gagné réellement en autonomie, dans sa vie quotidienne et elle en était très fière et donc bon, on n'a pas pu continuer pour ces raisons de confinement, mais je compte bien reprendre avec elle là où nous en étions. Voilà, donc pour amener donc les personnes, et là aussi ça reprend un petit peu ce que disait Sandra sur le fait de rester actif, on va, proposer des activités, ludiques, très faciles à mettre en œuvre. Donc vous voyez, rechercher, se questionner, en fait, mettre en place tout un, heu, voilà, cette réflexion. Face à ce document, quelles questions je me pose? Voilà, donc qui me l'a envoyé? Quels sont où est-ce que je trouve, comment je trouve, l'auteur du document? Et donc voilà, et donc on propose des activités très ludiques, alors des puzzles, des étiquettes à ordonner, des appariements, des exercices à trous, des quiz, enfin, vous voyez, tout ce qui peut en fait, heu, mobiliser constamment les personnes et les mettre en action face à un document. Et évidemment, donc, ces activités ont pour but de les rendre actifs, de mobiliser, les stratégies d'apprentissage, la prise d'indices, l'inférence, la déduction, l'accès au sens, la systématisation et la mémorisation de ce qu'ils lisent. Alors ensuite, voilà, moi j'ai presque terminé. Donc ces fiches sont actuellement, disponibles sur le site ASL Web, donc sur le réseau Alpha, comme disait, Charline.
ou Margot. Elles seront en ligne sur le site FEI+, et nous allons proposer une rencontre le 9 juin sur notre réseau, enfin pour notre réseau Radia. Voilà, pour expliquer cette démarche et pour présenter plus avant en fait le contenu de ces fiches. Voilà, alors je vais arrêter le partage d'écran. Alors, avez-vous des questions? Il y a eu quelques questions, oui, pendant votre intervention. Alors, je pense que vous y avez déjà un petit peu répondu, mais l'association, donc une personne de l'association Germae demande quelles sont les méthodes en alphabétisation, lecture, écriture qui sont adaptées à un public adulte. Quelles sont leurs sources théoriques? Il n'y a pas grand chose. Enfin, de mon point de vue, des manuels. Alors, si nous nous sommes pas mal intéressés à la MNLE, la méthode de lecture-écriture de Daniel de Keyser, alors qui, elle, s'adressait à un public illettré. D'accord, mais qui s'appuyait sur des récits de vie. Donc, nous, on n'est pas dans cette logique de récit de vie, mais son entrée était la même. C'est-à-dire que on entre par, bon, dans son cas, c'était un récit que les personnes écrivaient, c'est à peu près 4 lignes ou 5 lignes, et ensuite, elle propose de la manipulation, de la même façon, hein, des activités de manipulation, de segmentation, d'étiquettes, pour amener les personnes à justement prendre conscience de ce système graphophonétique. En fait, c'est ça. Donc, en fait, nous sommes partis du même principe, mais en nous appuyant sur les documents du quotidien, parce que finalement, ce sont, comme je le disais précédemment, ce sont les documents que les personnes ont à disposition chez elles. Enfin, je veux dire, elles ont des boîtes à lettres, elles reçoivent des documents, et qu'est-ce qu'elles font avec ces documents? Moi, je me souviens d'une dame à qui j'ai appris à lire son relevé de compte, et qui jusqu'alors, en fait, devait demander à ses enfants. Ses enfants en profitaient pour lui demander des sous, parce qu'ils voyaient que sur le compte de maman, il y avait un peu d'argent, donc ils en profitaient allègrement. Et elle m'a expliqué à l'issue du travail que je lui avais proposé, elle m'a dit, maintenant, je reconnais le courrier, je pars dans ma chambre et je lis mon compte toute seule. Voilà, et donc personne, elle ne demande plus d'aide, et évidemment pour elle c'était un gain en autonomie. Donc voilà, il y a eu Martine Abdallah Pretsey, mais alors ça remonte aux années, je crois, fin 90, je ne l'ai plus là, mais en fait il n'est plus, je ne sais plus où je l'ai mis, qui était aussi apprendre à partir des documents, maîtriser les documents authentiques du quotidien. Voilà, donc nous nous sommes aussi, nous, un peu inspirés de ça. Mais donc, vous voyez, c'est une démarche, en ce qui nous concerne, qui est parfaitement à l'opposé de la démarche syllabique, de l'entrée syllabique. Parce que pour nous, ça prend beaucoup trop de temps, et c'est surtout très décourageant. Enfin, moi, ça fait 17 ans que je travaille avec des publics. J'ai commencé comme tout le monde en essayant des tas de trucs. J'ai abandonné quand j'ai constaté que le résultat était quasi nul, quoi. Enfin, parce que il faut bien penser aussi, c'est que vos ateliers, ils durent 2 heures, 2 fois 2 heures par semaine, quelque chose comme ça. Donc, pour apprendre avec une méthode classique, il faut beaucoup d'énergie. Je ne dis pas que c'est impossible, mais il faut énormément d'investissement personnel de la part de la personne, et il faut vraiment avoir du temps. Et 2 fois 2 heures par semaine avec des personnes qui ont aussi, comme disait Sandra, une charge mentale qui peut être un frein à l'apprentissage, voilà, c'est pas très payant, je veux dire, au final. Et finalement,
les personnes se retrouvent en situation d'échec. Or, en faisant une entrée très pragmatique, très opérationnelle, eh bien, d'entrée, elles sont dans une situation de réussite. Je veux dire, la dame qui a été capable d'acheter son billet de RER, elle m'a expliqué comment elle avait fait. Elle avait demandé à sa fille d'écrire le nom de la station parce que c'était de la banlieue, donc il fallait en plus qu'elle choisisse. Et ensuite, elle y est allée. Et je me souviens, elle m'a même dit, il y avait du monde derrière, et elle me dit, je me suis dit, Marie, elle m'a dit, tu t'occupes pas des personnes qui sont derrière toi, tu te concentres sur l'écran et tu y vas. Et elle était super, autant vous dire qu'elle était, et elle l'a fait plusieurs fois. Donc en plus, ça veut dire que elle n'avait pas oublié. C'était très important pour elle, et donc elle a vraiment mémorisé cette procédure qui nécessite quand même de lire un certain nombre de mots, de comprendre l'ergonomie l'enchaînement des écrans, de savoir où il faut valider, où est-ce que je vais écrire surpayé, etc., etc. Merci. Alors, je vais poser la question. Vous avez réactivé votre micro, vous vouliez préciser quelque chose? La question des besoins, ça s'interroge au départ. Ça s'interroge au départ quand on forme des groupes. Alors, le principe de l'atelier sociolinguistique, c'est de réunir les personnes par besoin. Mais si vous réunissez des personnes par niveau et que vous décidez, parce que vous avez décidé de mettre en place donc un atelier d'apprentissage de la lecture, là, c'est beaucoup plus facile parce que vous allez pouvoir utiliser n'importe quel document du quotidien. Je veux dire, on n'a que l'embarras du choix. On va dire qu'on fait une entrée effectivement globale, c'est-à-dire qu'on va commencer par rentrer sur, si vous voulez, on est d'abord sur le sens du document. Voilà, c'est impératif pour savoir, pour comprendre qu'est-ce que c'est que ce document. Donc, qui l'envoie en général, c'est un logo. À qui il est adressé? Est-ce que je vais retrouver mon nom, mon adresse? Est-ce que sa forme m'indique que, je veux dire, son organisation m'indique qu'on a affaire à une ordonnance ou bien à une facture ou un relevé de compte? Quand vous regardez de près les documents, vous allez vous rendre compte qu'il y a des organisations qui sont relativement homogènes en fonction du type de document. Une fois qu'on a fait ce repérage, vous accompagnez en fait les personnes dans l'entrée de la lecture, c'est-à-dire qu'effectivement, vous allez faire repérer des mots-clés. On va partir des mots-clés. Ça va être facture, ça va être relevé, ça va être… Voilà. L'important, c'est de rentrer, c'est de permettre en fait aux personnes de se constituer des stocks de mots. Et ensuite, on va voir comment ces mots sont fabriqués. Alors, le plus simple, c'est, voyez, les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et après, on peut commencer à faire travailler sur comment ça se coupe, quelle est la partie qu'on va retrouver dans tous les mots. Et dimanche, la fin de mardi va se retrouver au début de dimanche. Donc, ce n'est pas la méthode globale complète, puisque en fait, l'idée, c'est ensuite d'amener les personnes à repérer, à travailler sur la segmentation. Donc, on est un petit peu plus sur quelque chose de mixte que de… Mais c'est vrai que l'entrée… L'entrée, c'est le sens. Voilà, c'est le sens, c'est donner du sens à l'écrit tout de suite. Parce que comment dire, voilà, si une personne a besoin de payer sa facture
s'il faut attendre qu'elle lise tout pour payer sa facture, elle n'aura plus d'électricité ou de gaz ou de téléphone. Bon. Tandis que si elle repère qui a envoyé, à qui c'est destiné, si elle repère l'organisation, si elle voit les chiffres et si elle repère le mot facture, ben, elle sait que c'est une facture. Donc voilà. Alors j'ai vu passer une question Oui. sur le temps. Alors oui, il y a plusieurs questions, il va nous rester, on va essayer, alors il y a une personne qui demande, si les fiches sont destinées aux apprenants débutants. Oui, 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 c'est absolument destiné aux personnes débutantes, hein. Mais attention, comme je l'ai dit au début, qui ont déjà un minimum d'oral en compréhension. Ce n'est pas destiné pour des personnes qui sont complètement débutantes à l'oral et à l'écrit. Avec celle-ci, on va bien évidemment travailler sur apprendre à lire son nom, son prénom. Ça, c'est la première des choses qu'on travaille avec des publics non scolarisés, même quand ils ne parlent pas français. Mais pour le reste, on va d'abord prioriser l'oral et on travaillera petit à petit sur l'écrit, un peu au fur et à mesure. Mais là, c'est l'oral qui est prioritaire. D'accord. Alors ensuite, la seconde question, c'est combien de temps dure une séance? Alors nous, on était partis à peu près sur des séances de 2 heures. 1 heure et demie, 2 heures, quelque chose comme ça. Bah, c'est à peu près le temps. Mais en fait, on propose beaucoup d'activités. Vous verrez que sur une séance, on propose 5, 6 activités, on reprend ces activités, on met en place en fait une progression un petit peu en spirale. C'est-à-dire qu'on va revenir en séance 2 sur des choses qu'on a vues en séance 1, etc. Je veux dire, c'est un processus qui est long, hein. On doit aller jusqu'à la mémorisation d'un certain nombre d'informations et donc c'est un processus qui est long. 5 séances sur un thème, ça représente beaucoup de temps. Mm. Combien d'heures de cours pour étudier un thème complet? Alors, il y a 2 choses, c'est 2 choses. Soit effectivement, ça dépend de ce que vous allez proposer dans votre atelier. Soit vous travaillez dans une logique d'atelier socio-linguistique, auquel cas vous allez travailler aussi l'oral. Il ne va pas y avoir que l'écrit, hein. Donc, vous allez forcément peut-être avoir moins de temps pour travailler l'écrit. Soit votre proposition, c'est un groupe de niveaux et là, vous avez des niveaux, vous travaillez que sur de l'écrit et là, vous avez effectivement, vous allez avoir plus de temps, vous allez avoir tout votre temps va être dédié, je dirais, à l'apprentissage de l'écrit. Après, voilà, ça dépend quelle est votre proposition. Alors pardon, excusez-moi, Déborah Moreau demande si vous avez fait des stats de résultats à la fin de l'année. Quels résultats à la fin d'une année? Alors, on n'a pas fait de stats, mais comme je disais, en fait, comme on travaille d'une façon opérationnelle, on peut se rendre compte de ce que les personnes sont en capacité de faire. Parce que l'idée, c'est quand même après, effectivement, de tester un petit peu, de proposer des activités qui vont être des activités d'auto-évaluation et qui vont permettre de voir ce que les personnes ont acquis. Donc, en général, si on prend suffisamment de temps, on peut se dire que c'est acquis. Mais même comment dire, alors ça pourra ne pas être acquis par tout le monde, mais par exemple, je me souviens d'un travail que j'avais proposé. Je voulais donc les amener à écrire des petits messages courts. Voilà, c'était parce qu'elle m'avait expliqué que quand il y avait quand il y avait des appels, chez elle, elle ne savait pas forcément. Et donc, on avait travaillé sur des messages simples. Et à un moment donné, on a travaillé sur laisser un message à son mari.
C'était bonjour chérie, je suis chez ma copine. Alors autant vous dire qu'on s'était bien éclaté, fait le ménage, va faire les courses, enfin bref, donc on avait travaillé là-dessus et ça leur avait beaucoup plu. Et au final, il y en a quand même une, alors elle n'a pas dit à son mari d'aller faire les courses, mais qui a réellement écrit un petit mot à son mari un jour, elle m'a dit, parce qu'elle était partie chez sa copine et donc elle lui a dit je suis je reviens à 18h. Je ne sais plus, enfin, elle revenait plus tard. Et donc, elle l'avait fait. Donc, vous voyez, on fait pas de. Enfin, moi, j'ai jamais fait de statistiques, mais souvent, en fait, les personnes, comme elles sont super contentes d'avoir fait, elles en témoignent un peu spontanément. Ok, alors merci. Il ne nous reste plus beaucoup de temps là, mais alors je vais quand même lire. Donc, Anna Catan indiquait que lorsque vous parliez de la méthode, c'est plutôt ce qu'on appelle la méthode mixte, Oui, partir du sens, du texte global pour aller vers le mot, puis la syllabe. c'est ça, tout à fait. Et alors, Elisabeth Choplin nous indique: je suis intéressée par la réservation de rendez-vous à la préfecture sur smartphone. Quelle méthode? Ah bah pareil, on part, c'est exactement, c'est la même entrée, Elisabeth. Il y a pas de, vous regarderez la fiche, mais c'est la même méthode, la même entrée. Après, effectivement, par exemple, sur un smartphone, il va falloir travailler sur des messages précis. Là aussi, avec la personne avec qui j'ai travaillé, en fait, on a commencé d'entrée avec les messages que lui envoyait sa coordinatrice, qu'elle n'arrivait pas à lire, bien évidemment, puisqu'elle n'était pas lectrice. Mais ces messages avaient toujours le même sujet. Voilà. Donc, on a repéré les mots importants jusqu'à ce qu'elle parvienne en fait à lire, ou en tout cas à prendre suffisamment comment dire, d'indices dans le message pour le comprendre. Elle a précisé qu'il s'agissait d'ASL niveau infra A1 à A1 avec beaucoup d'oral. Est-ce que ça change? Bah, voilà, C'était pas la même personne qui. Ah Excusez-moi. non, excusez-moi, c'était pas la même personne. Alors, ça correspond à quelle question, Françoise Duhaime? C'était la question sur le nombre d'heures de cours pour Ah oui. Est-ce que un thème complet. voilà. Est-ce que le niveau infra 1.1 à 1 va varier sur le temps des séances? Bah, après c'est toujours, c'est vous qui adaptez en fonction de vos publics. Il n'y a pas de. Nous, on a fait des propositions sur 4-5 séances parce qu'on sait qu'il est nécessaire de revenir sur les apprentissages, parce que même si les personnes vont se retrouver confrontées à la maison avec les documents en question, voilà, elles vont essayer de retrouver des informations, mais elles ne travaillent pas vraiment. Tandis que, donc après, c'est toujours, donc il est nécessaire de revenir un certain temps, enfin de prendre du temps. Et ça, c'est souvent aussi une notion qu'on oublie, c'est-à-dire que l'apprentissage prend du temps. Voilà. Donc, il vaut mieux faire moins, mais faire mieux, que essayer de balayer tous les besoins des personnes. Donc après, voilà, c'est toujours par rapport à qu'est-ce que vous proposez. Ça, c'est vraiment important quand vous mettez en place un atelier. Comment vous interrogez les personnes? Comment ces personnes sont-elles réunies? Est-ce qu'elles sont réunies par des besoins? Est-ce qu'elles sont réunies par des niveaux? Qu'est-ce que vous allez leur proposer? Et après, c'est à vous de mettre en place la programmation, les objectifs que vous allez viser avec ces personnes, et donc de construire en fait votre proposition pédagogique. Merci Marie Lapara. Bonne journée. Merci Et merci à à vous. vous.